Merci Jean-Baptiste Séjourné. Voilà donc une feuille de route pour cette journée. Et je parlais tout à l'heure du point d'orgue de la dernière table ronde quand on va discuter réalité industrielle, réalité économique, réalité sociale de la filière éolienne. Tout de suite, pour démarrer, comme j'en parlais en ouverture, pourquoi fait-on tout cela? Quelle pourrait être la contribution, quelle va être la contribution de l'éolien dans la lutte contre le changement climatique? Veuillez m'excuser, je suis en train de préparer quelques anticorps pour l'hiver, donc certains se réjouissent déjà, ils se disent il va un peu moins parler aujourd'hui, c'est très bien. Alors, première séquence aujourd'hui, le rôle de l'énergie éolienne dans la politique énergétique de l'Europe. Le dernier rapport publié par le GIEC montre des projections beaucoup plus fines, des projections maintenant à la maille régionale. Le changement climatique se précise, on commence à voir un petit peu sur le terrain ce qu'il pourrait se passer, ce qui pourrait arriver. Bien entendu, la COP21 va se tenir à Paris en 2015. Tout le monde commence à s'y préparer. Dans ce contexte, comment ce colloque, aujourd'hui, pourrait apporter très modestement une brique de base française à l'exercice international de négociation de solutions. Pour démarrer cette première table ronde, je vais demander à Cédric Philibert, qui est analyste senior à la division énergie renouvelable de l'Agence internationale des énergies, de bien vouloir monter sur scène. Marie Zarditi, qui est pilote du réseau risque et impact industriel de France Nature Environnement. Et Marie-Christine Prémartin, directrice exécutive des programmes à l'ADEME. Alors, on va démarrer avec Cédric Philibert. Comme je le disais à l'instant, oui, ben, je sais, il y a deux... Non, mais on marche dans l'autre sens maintenant. Donc, Cédric Philibert, comme je viens de le dire à l'instant, le changement climatique se précise. Les énergies renouvelables en général, l'éolien en particulier, vont avoir un rôle à jouer. Quel pourrait être ce rôle si on veut éviter le scénario du pire que nous promettent les projections du GIEC? Ça devrait démarrer tout seul, je pense. Micro vert en régie. Oui, alors, bon, en effet, les derniers scénarios du GIEC confirment ce qu'on sait maintenant depuis une bonne vingtaine d'années, à savoir que le changement climatique d'origine anthropique va s'accentuer avec les émissions de CO2, dont, et autres gaz à effet de serre, mais principalement le CO2, notamment d'origine énergétique liée à la combustion des combustibles fossiles. Donc nous, on a fait des scénarios à l'agence pour voir comment on pouvait diviser par deux les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie, c'est là où est notre compétence, d'ici 2050, ce qui est indispensable pour espérer, ça dépend de la sensibilité climatique de la planète, mais pour espérer maintenir le changement climatique à 2 degrés de réchauffement par rapport aux températures pré-industrielles. Et pour ça, ça suppose une révolution énergétique assez importante qui commence, qui ne se limite pas, mais qui commence par le secteur de l'électricité. Alors l'électricité, c'est seulement 20% de l'énergie finale dans le monde, mais c'est quand même 40% de l'énergie primaire, parce que c'est surtout des combustibles fossiles transformés en électricité avec un rendement au mieux de l'ordre de 50% dans les centrales thermiques. Et donc voilà, c'est 40% des émissions de CO2, et c'est ce qu'il est le plus facile, malgré tout, de décarboniser. En tout cas, on commence par là. Et je ne sais pas si on peut avoir la première. Alors effectivement, on va regarder les slides tout de suite. Tous ceux qui sont dans la salle, voilà, qui sont impliqués dans le développement de projets éoliens, qui en amont, qui pour la construction, qui pour l'entretien et la maintenance, qui pour le financement, il y a des banquiers, il y a des assureurs dans la salle, ils ont besoin de billes, ils ont besoin d'avoir des choses précises quand leurs interlocuteurs en face leur demandent pourquoi faites-vous tout ça. Alors on a ici le mix électrique global à l'horizon 2050 avec 3 différentes variantes, et puis pour rappel, celui de 2011. Alors celui de 2011 et celui du 6 degrés scénario, 6DS, se ressemblent beaucoup. Il y a beaucoup de combustibles fossiles, beaucoup de charbon, pas mal d'hydraulique, un peu de nucléaire, beaucoup de gaz. Voilà. Donc on a des renouvelables aujourd'hui, environ 20%.
dont 2% de variables. Ça augmente un petit peu dans le scénario CDS. Ça passe à 27% parce que ça s'impose dans un certain nombre de régions du monde sur des critères purement économiques. Mais voilà, on n'arrive qu'à 27%. Si on veut décarboniser le système énergétique mondial, on commence par l'électricité et on a les deux scénarios qu'on a sur la droite de l'écran. On a le 2DS, donc celui qui limite l'augmentation de température à 2 degrés, qui suppose donc 65% de renouvelables dans la production d'électricité. Je vais détailler un peu. Il y a beaucoup d'hydraulique, il y a pas mal de solaire, il y a beaucoup d'éolien. Il y a un peu aussi, évidemment, de biomasse, de géothermie, un tout petit peu d'énergie marine. Il y a du nucléaire en quantité importante, hein, nettement plus qu'aujourd'hui. Et puis, on a encore des combustibles fossiles, mais pour l'essentiel, pas toujours, mais pour la plupart, c'est avec capture et stockage du CO2. Et puis, on a une variante, c'est ce qui se passe si le nucléaire et la capture et le stockage du CO2, pour les raisons qu'on peut imaginer, que vous voulez, ne se développe pas aussi vite que dans le scénario dit optimal d'un point de vue économique, c'est donc le haut renouvelable. Et là, on a des renouvelables jusqu'à 80% de la production d'électricité. L'hydraulique, c'est à peu près le même, parce que le rythme de développement de l'hydraulique, il est dicté par la lenteur des projets, par la difficulté de réalisation, etc. Donc on a un doublement de l'hydraulique, mais on ne va pas beaucoup plus loin dans l'hydraulique, dans le haut renouvelable et le 2DS. En revanche, ce qui augmente, c'est le solaire et l'éolien. Pourquoi? Parce que c'est là où le potentiel, au fond, est très largement supérieur à nos besoins. Donc ce sont les énergies qui peuvent remplacer les autres énergies dites propres si elles nous font défaut, si elles ne se déploient pas assez vite. Voilà. Donc, et dans ce cas-là, on a jusqu'à 38% d'énergie variable, c'est-à-dire d'éolien et de solaire photovoltaïque dans le mix, ce qui évidemment constitue un défi en termes de gestion. Donc on a un bouleversement complet, on a les fossiles qui passent de 70% à 20% et les renouvelables qui passent de 20% à 70%. C'est un retournement complet. Maintenant, si on regarde en Europe, c'est la diapositive d'après, on s'aperçoit qu'en Europe, le vent occupe une place tout à fait centrale, bien plus importante que dans la moyenne mondiale. Et là, c'est avec le 2DS, c'est 33% à échéance 2050. Dans le scénario haut renouvelable, c'est un peu plus, c'est 36%. Voilà, donc essentiellement du vent terrestre, mais un petit peu de maritime aussi. Pourquoi est-ce que c'est si important? Écoutez, il suffit de mettre le nez dehors pour s'en apercevoir. On a besoin de plus d'énergie en hiver, et en hiver, on a plus de vent disponible que de solaire, alors que dans d'autres pays, on a surtout besoin d'énergie pour se rafraîchir, et quand on a besoin de se rafraîchir, c'est parce qu'il y a beaucoup de soleil. Dans d'autres pays, c'est le soleil qui va dominer. En Europe, c'est plutôt le vent qui va dominer dans le mix, même si on a une forte poussée du solaire, et comme vous voyez dans le 2DS, un nucléaire qui reste tout à fait important. L'hydraulique, on est presque arrivé à saturation. Donc c'est le vent qui va remplir le rôle majeur dans ce retournement avec un tiers de la production électrique en Europe. Alors, question, est-ce qu'on va arriver à gérer, non pas au niveau national, mais au niveau européen, une telle massification des énergies renouvelables? Les opposants aux énergies renouvelables fustigent volontiers leur variabilité, qu'ils pointent du doigt comme une intermittence, quand ce n'est pas une fatalité. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Alors, je vais proposer deux autres diapositives. La première, c'est pour montrer que dans un certain nombre de pays, on a déjà des taux tout à fait importants. Bon, ici, on le voit en 2012, et puis notre projection à 2018, on a des taux déjà importants de renouvelables variables, et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Il y a eu des problèmes, il y a eu des petits problèmes localisés. Il y a des problèmes quand il y a trop de soleil en Allemagne le dimanche après-midi, et il y a du courant qui vient déstabiliser les régions voisines, mais il n'y a rien qui a été ingérable, en tout cas avec le vent. On a le Danemark, je crois que le Danemark a fait 40% de son électricité au premier semestre 2014, donc c'est déjà en avance sur ce qui était prévu en 2040, mais c'est parce qu'il y a eu pas mal de vent, voilà. Le Danemark, c'est un peu trop facile parce qu'il est très bien connecté à ses voisins, ce qui montre que la première
source de flexibilité, c'est l'interconnexion, c'est de se répartir sur de Ce grandes qui n'est pas le masses. cas de l'Espagne, par exemple. Alors, ce qui n'est pas le Péninsule cas de ibérique, péninsule électrique. voilà, la péninsule ibérique, donc Iberia, ici, c'est l'Espagne et le Portugal, et peu interconnectée, même si on double l'interconnexion en ce moment avec la France. Elle va augmenter aussi avec le Maroc, mais quand même, ça reste très faible par rapport à la masse du pays, et on gère plus de 20%, je crois, d'électricité annuelle maintenant, sans difficulté majeure. Bon, et donc on voit qu'il y a encore beaucoup de marge de progression dans d'autres pays. Alors on développe au Portugal des stations de transfert d'énergie par pompage, mais surtout on a une génération flexible. Donc il y a tous les moyens de la flexibilité qui doivent être mis en œuvre, et c'est la diapositive d'après qui montre d'abord il faudrait appuyer encore une fois. D'abord il faut développer des systèmes aussi amicaux, des renouvelables de façon aussi amicale que possible pour le système. Et je crois que c'est le sens de l'exposition un peu plus grande aux signaux de marché, c'est précisément de pousser les développeurs, dans la mesure du possible, à concevoir et à opérer leur système d'une façon qui convienne à l'ensemble du système électrique. Donc en principe, les signaux de marché doivent refléter ça. On voit ici avec les nouvelles turbines, les nouvelles classes de turbines éoliennes qui sont conçus au départ pour les vents plus faibles, mais qu'on expose maintenant dans des vents forts et qui ont des facteurs de capacité très élevés, mais surtout un output beaucoup plus régulier. Donc ça permet d'une part d'aller dans des zones de vent où on ne pouvait pas aller avant, ce qui simplifie les problèmes de connexion et de réseau, ce qui évite d'avoir tout l'éolien dans un coin, tout le solaire dans un autre, et forcément des lignes très fortes entre les deux. Là, on peut en mettre de façon plus homogène sur le territoire. Et puis surtout, on a un output électrique qui est beaucoup plus régulier. On se prive d'un petit peu, avec des turbines de 2 MW au lieu de 3 MW, on se prive d'une partie du productible, mais finalement assez faible, et on délivre un courant bien plus régulier au système, ce qui est... donc la première chose à faire, c'est de développer les renouvelables variables de la façon la moins variable possible, la plus amicale pour le système. Et puis ensuite, il faut utiliser tous les moyens de flexibilité, les réseaux, la génération flexible, le stockage. En Europe, on a un potentiel de stations de transfert d'énergie par pompage qui reste très important. On croit que c'est fini parce que l'hydraulique, on dit que c'est fini. Beaucoup de gens croient que c'est fini. Hein. J'ai encore entendu hier une journaliste dire, mais je croyais qu'on avait tout utilisé. Et Jean-Baptiste Séjourné, qui est également président de la commission hydro de l'UFE, de lui répondre, mais non, même en France. Il y a une confusion importante entre l'hydraulique et les stations de transfert d'énergie par pompage. L'hydraulique, c'est des grands barrages, et l'époque des grands barrages est à peu près terminée. On peut faire du revamping, on peut faire du refurbishing, voilà, il n'y aura plus beaucoup de grands projets, de grands barrages, évidemment, en Europe. En revanche, les stations de transfert d'énergie par pompage, c'est un petit barrage à côté d'un grand. Et les grands sont dans des vallées, donc il y a toujours une montagne à côté. Et donc le problème, c'est de trouver un petit réservoir pour faire quelques heures de turbinage à 500 mètres au-dessus du grand barrage. Et là, on crée une station de transfert d'énergie par pompage. Il y a une étude de la Joint Research Center, de la Commission européenne, qui montre qu'en Europe, on a un potentiel en gigawattheure qui est de 10 fois ce qu'on a exploité pour l'instant, et encore en prenant que les schémas les plus simples et les plus économiques. Donc on aura le stockage qu'il faut, sans parler des batteries qui vont venir, donc le coût réduit. Donc voilà, simplement, il y a quand même une autre option qui est beaucoup moins chère, qui est la gestion de la demande, qui est décalée, l'effacement, qui est stocké sous forme thermique avec des pompes à chaleur. Donc produire de la chaleur quand il y a du vent, et puis la stocker pour quelques heures, une poignée de jours, sous forme thermique, avec évidemment des technologies efficaces, donc la pompe à chaleur et pas le grille-pain. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire pour développer tout ça, mais il n'y a pas de problème technique. Il y a de l'intelligence à mettre et des bons signaux économiques à envoyer à un très grand nombre d'acteurs, mais il n'y a pas de problème majeur pour arriver à intégrer ces énergies variables. On préfère dire variable plutôt qu'intermittente, parce qu'intermittence, ça marche pas. En fait, c'est plutôt variable. Surtout dès qu'on regarde un ensemble d'éoliennes et un ensemble de systèmes solaires, il y en a toujours une certaine production. On n'est jamais au maximum, on n'est jamais à zéro. RTE viendra nous dire tout à l'heure, vraisemblablement, qu'une variable, on l'intègre dans le modèle, alors que l'intermittence, on la subit comme une fatalité. Et c'est souvent à ça qu'on reconnaît, si on est en train de discuter avec un
plutôt pro-éolien ou plutôt opposant à l'éolien. Généralement, il glisse une énergie fatale au milieu. Merci d'avoir tendu une perche pour l'ADEME qui est à cette table ronde. Merci Cédric Philibert pour ces quelques mots d'introduction de la table ronde qui vont permettre aux deux autres intervenants de réagir. Marie Zarditi, donc pilote du réseau risque et impact industriel de France Nature Environnement. Finalement, vu du climat, est-ce que c'est pertinent de faire de l'éolien dans un système peu carboné? Quelle est la position de France Nature Environnement sur le sujet? Comment vous réagissez par rapport aux deux scénarios qui viennent de vous être présentés? Le développement alors, pas seulement d'ailleurs, même si aujourd'hui on est sur l'éolien, le développement de l'ensemble des énergies renouvelables et pas seulement de l'éolien, c'est évidemment un enjeu absolument essentiel. En signalant que lorsqu'on dit l'ensemble des énergies, ce qui est très important là-dedans, c'est qu'on a quand même beaucoup dans nos têtes une monoculture énergétique. On était sur du tout bois, puis du tout charbon, puis beaucoup de tout pétrole, un peu de gaz, enfin donc du tout fossile à la fin, puis voilà, et un peu de tout nucléaire pour l'électrique seulement. Quand on va passer au renouvelable, en fait, on aura une pluralité. Bon, là, on a parlé de l'éolien, du photovoltaïque, mais il y a de la biomasse, il y a de la géothermie, il y a l'hydraulique, il y a les énergies marines. Et donc, tout ça, c'est des types d'énergie qui ont des avantages et des inconvénients différents. Il y en a qui leur faut beaucoup d'espace. Il y en a qui prennent très peu d'espace. Il y en a qui ont quand même quelques inconvénients auxquels il faut faire attention. Il y en a qui en ont beaucoup moins. Il y en a dont l'investissement est très cher, etc. Donc, l'espèce de... Vu de manière intelligente, si on combine bien les avantages et les inconvénients de certains, l'ensemble des énergies renouvelables, c'est aussi une manière très importante. Je vois que le titre de votre colloque était sur les territoires, est une manière très importante pour que les territoires se ressaisissent de la question énergie et commencent à en faire un enjeu essentiel pour eux, que ce soit en atténuation ou en adaptation, et qu'ils n'attendent pas seulement tout d'un tuyau qui leur apporte du gaz ou d'un tuyau qui leur apporte de l'électricité. Quel est le mix idéal pour vous, pour France Nature Environnement? On va être clair, si on va en 2050, on va dire à peu près 2050, voilà, à quelques années près, on n'a plus de nucléaire en France et il reste quelques pourcents de fossiles, quoi, qu'on aura pas là, qu'on aura, je sais pas, 5, 7, 10%, on verra ce qui reste, en fonction de ce que le biogaz aura réussi à investir, puisque finalement, il y a une technique très simple, le biogaz, au fur et à mesure qu'il se développe, il rentre dans le réseau et c'est le même gaz, bio ou pas, c'est la production qui n'est pas la même, mais à l'arrivée c'est le même. Donc le méthane peut se remplacer progressivement l'un par l'autre. Donc voilà, notre schéma implique donc quasiment autour de 100% d'énergie renouvelable aux alentours de la moitié du siècle. Le citoyen lambda, lui, je lisais dans un journal il n'y a pas longtemps qu'il ne connaissait finalement pas grand-chose à cette affaire de transition énergétique. Il s'intéresse un petit peu au climat, mais il s'intéresse surtout à la météorologie. Comment est-ce qu'on va faire pour le motiver? Je reviens à cette première question du début. Pourquoi fait-on tout cela? Et comment va-t-on entraîner le citoyen dans la danse? Alors, le citoyen, en fait, d'abord, on peut regarder un peu comment ça se passe ailleurs. Prenons l'exemple de nos voisins allemands dont la transition énergétique est relativement honnie par beaucoup de gens en France, avec des attaques fortes, répétées, puissantes pendant toute l'élaboration de la loi, pour être sûr que personne n'ait la moindre idée d'aller copier un tout petit peu. Il y avait encore Lopez qui avait encore une audition l'autre fois où, grosso modo, il y avait 3/4 des gens qui disaient que c'était très vilain l'Allemagne et bon, un quart qui la défendait quand même un peu. Donc voilà. Or, dans ce pays, plus de la moitié des installations des énergies renouvelables appartiennent aux citoyens. Et ces gens, il y en a un certain nombre. On dit, ouais, mais ils en ont marre. Cette fois-ci, ils payent trop. Alors, c'est vrai qu'on a préservé l'industrie, donc on a fait payer la transition aux ménages. Donc, ils ont beaucoup payé. Donc, on peut dire, ils commencent à râler. Oui, ils commencent à râler. Il y en a encore plus de 30 ou 35% qui disent qu'ils sont prêts à payer encore un peu plus pour que ça continue et qu'on aille plus vite. Donc, il y a quelque chose de différent. Il y a un moment donné, les citoyens, il faut les respecter, il faut leur donner les moyens d'agir. Dans le débat énergie qui a eu lieu, il y a eu une journée citoyenne dans laquelle on a proposé de faire un débat un peu particulier. Il y avait les régions qui ont voulu s'y investir. Il y avait 100 personnes, 100 citoyens tirés au sort en fonction de leur demande, mais en vérifiant qu'ils n'étaient ni des associatifs pro ou anti-nucléaires, ni des salariés d'une entreprise de l'énergie.
sinon évidemment, et voilà, mais qui étaient intéressés. Et pendant une journée, on leur a fait 4 thématiques, on leur a introduit une thématique par un petit film, ensuite ils ont une demi-heure de discussion autour d'une table par 8 avec un animateur, ensuite on leur a fait remplir un questionnaire. Voilà. Et le résultat de toute cette journée citoyenne est encore, je pense, en ligne, enfin je pense qu'elle est restée. Elle était très intéressante, elle montrait plusieurs choses. La première, c'est qu'elle montrait que les citoyens avaient compris. D'abord, ils étaient hyper contents de leur journée parce qu'ils avaient l'impression qu'on les avait respectés, c'est-à-dire qu'on leur avait donné les moyens de comprendre avant de leur poser des questions. Ils ont en gros dit, ouais, mais la transition énergétique, c'est pas une transition de technique qui va nous changer d'une énergie à une autre. C'est une transition sociale, voire sociétale. C'est aussi nos modes d'être qui vont changer. Bon, alors c'est bien qu'en une journée, les citoyens aient compris ça. Donc en fait, si on veut bien les respecter, ils sont beaucoup plus futés qu'on ne croit. La deuxième chose, c'est qu'ils ont dit, ah ouais, c'est bien, c'est tentant. En fait, c'est intéressant ce que vous nous proposez, c'est un vrai défi tentant, mais peut-être un peu dangereux, on ne sait pas si on sait faire. Alors attendez, on veut bien y aller, mais à une condition, on n'est pas tout seul. L'État commence, les collectivités territoriales montrent l'exemple, les industriels y vont, et nous alors, le citoyen, on y va aussi. Parce qu'on ne peut pas y aller tout seul, et on ne sera pas efficace si les plus gros, ceux qui ont les plus de capacités, n'y vont pas d'abord. Donc voilà, deuxième épisode, on veut bien y aller, mais pas tout seul. Donc en fait, si je reviens à ce que j'ai dit au début, en Allemagne, donc, plus de la moitié des installations appartiennent à la population. Et en France, quasi rien. Allez. On a mis en ligne le premier champ éolien, 4 éoliennes, 100% citoyennes, après 10 années d'un parcours du combattant, peut-être même 12, absolument incroyable. D'énergie partagée. Voilà, et une énergie partagée, les citoyens de proches, en fait, etc. Bon. En France, on ne considère pas normal que le citoyen s'intéresse à ça. Le problème, c'est les citoyens, ils ne s'occupent pas de la manière dont on produit l'énergie. La seule chose, c'est on l'envoie par un tuyau et il tire au bout, c'est tout. Après, on ne peut pas s'étonner pourquoi ils ne s'y intéressent pas. Donc, la chose qui paraît essentielle, c'est effectivement de permettre d'investir, de proposer aux citoyens d'investir réellement la transition énergétique. Alors, on attendait beaucoup de la loi. Bon, j'ai vu que beaucoup ont attendu beaucoup de la loi et avaient l'air contents. Ben nous, la loi, elle dit là-dessus, alors, je sais que le CER est d'accord, je sais que la FE est d'accord, et nous, on n'est pas d'accord. Elle dit un truc extraordinaire, elle dit « Les porteurs de projets pourront ouvrir leur capital aux citoyens et aux résidents proches. » Ça ne vous suffit pas? Attendez, il n'y a pas besoin d'écrire une loi pour ça, ils peuvent déjà. D'ailleurs, il y en a même qui l'ont fait. Oui, il y en a qui l'ont fait. Donc, il n'y a pas besoin d'écrire une loi pour dire « Vous pouvez faire ce que vous faites déjà. » Les lois, les grandes lois du quinquennat, quand elles écrivent ça, franchement, excusez-moi du peu, mais je trouve ça débile. Voilà. Donc, en gros, ce qu'on voulait, nous, c'est que ce soit obligatoire, à un petit niveau, mais que ce soit obligatoire pour que les gens prennent l'habitude. Puis si à un moment donné, il y a un endroit où les gens veulent beaucoup, ben, ils en font beaucoup, que les collectivités territoriales s'y mettent aussi, enfin, etc. Donc, nous, on voulait qu'effectivement, si on veut que les citoyens s'intéressent à la transition, il faut qu'il y ait des moyens d'agir dessus, et que les quelques gens qui ont des moyens d'investir un peu parce qu'ils ont un peu de sous, des LDD qui traînent et sur lesquels on ne peut rien faire, etc., et qui seront intéressés à la mettre dans une éolienne plutôt que les donner aux banques qui n'en font rien, et surtout pas du développement durable, eh ben, qu'ils puissent le faire. Mais là, on leur propose remplacer le mot pourront par le mot devront. Ben, non, on avait exactement. Et notre amendement était, il y avait peuvent proposer. Notre amendement était propose. Il n'a évidemment pas été pris. Et puis il y en avait un deuxième pareil où on disait, alors il y en a un deuxième, il semblerait que peut-être qu'il va y avoir une petite dans le soutien politique et financier, il y aura peut-être un petit plus s'il y a une ouverture. Bon, il faut voir comment c'est. Voilà. Donc, vous voulez que les citoyens s'y intéressent, donnez-leur le moyen de s'y intéresser. Il y aura des développeurs de projets éoliens, des énergéticiens à cette table ronde cet après-midi. Je leur poserai cette question-là. Jean-Baptiste Séjourné a insisté ce matin sur l'importance du développement de l'éolien offshore. Qu'est-ce que vous en pensez chez France Nature Environnement? Comme pour tout le reste, France Nature Environnement est favorable à l'éolien. Et je peux vous dire que quand on a commencé à redire ça avec force il y a 3 ans, c'était dans un paysage associatif dans lequel on ne trouvait pas une association qui osait le dire.
Tout simplement parce que pendant quelque temps, voilà, les grandes associations environnementales ne s'étaient pas occupées de ça. France Nature Environnement, ça s'occupe de tout, hein, de la biodiversité à la qualité de l'eau, en passant par les risques industriels et le reste. Hein. Donc, il y a un moment donné, on n'était pas sur ce sujet-là. Et les anti-éoliens sont montés en puissance de manière extrêmement forte, qu'après, plus personne osait dire quelque chose. C'était à peu près ça. Nous, on a vu des fédérations chez nous se faire interpeller en disant « Comment vous n'allez pas défendre les oiseaux et la biodiversité avec nous ?» et les gens m'ont dit « Alors je dis quoi ?» Voilà. Donc il y a eu franchement un peu de terrorisme. Alors maintenant, on a fait basculer pas mal de choses, mais évidemment, nous, on tient compte aussi de nos autres, de l'ensemble des gens. C'est-à-dire qu'on est pour l'éolien, mais il faut qu'il fasse très attention à l'environnement. On est d'autant plus qu'on veut qu'il en fasse beaucoup. Si on disait on fait très peu d'éolien, mon Dieu, même si l'environnement n'a pas été tout à fait bien respecté, s'il y en a si peu, c'est pas grave. Mais comme on veut qu'il y en ait beaucoup, alors, effectivement, on est très attentif à ce qu'il soit respecté. Et c'est vrai qu'il y a quelques, il y a quelques ratés. Par exemple, en moyenne, les chauves-souris, hein, on s'est aperçu des chauves-souris plus tard. C'est drôle, on s'en était pas aperçu au début, puis on s'en est aperçu plus tard quand des parcs se sont mis à des endroits où ils n'auraient pas dû se mettre. On a réagi très vite. Vous avez maintenant des systèmes qui retèquent, on arrête les machines. Voilà. Oui. La chauve-souris a quand même l'intérêt pour l'éolien de ne voler que quand il y a peu de vent. Voilà. S'il y a trop de vent, elle est trop légère. Donc, les expériences montrent qu'avec une perte de l'offshore. 1,5 à 2% de production, on fait tomber par 50 à 60% la mortalité. Donc bon, on voit qu'on peut. D'accord. Mais effectivement, il y a un parc qui était, alors que là, beaucoup de parcs sont à 2-3 chiroptères par an et par éolienne, il y a un parc qui est à 60 chiroptères par an et par éolienne, quoi, sachant qu'ils sont tous protégés. Hein. Donc voilà. Donc, si vous voulez, êtes d'accord aussi qu'on n'a jamais aussi bien connu les chauves-souris que depuis qu'on fait de l'éolien en France. Absolument, absolument. Et les développeurs éoliens ont et je dis très régulièrement. Contribué. Chez moi je suis du côté de Narbonne, donc tout à l'heure j'ai râlé quand quelqu'un a dit c'est dans le Nord que sont mis les premières éoliennes. Non, les premières éoliennes ont été dans l'Aude. Alors, il y avait, je pense que c'était l'éolienne de Dunkerque qui était évoquée, la toute première dans le Nord alors de si la France, on remonte encore en 1950, il y en avait d'autres. En même temps que celle de Port-la-Nouvelle. Marise Arditi vient de l'Aude, vous l'avez compris. Voilà. Donc, si vous voulez, ce sera pareil. Alors, pareil pour les éoliennes en mer. On va apprendre énormément parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas. Et il va falloir effectivement faire attention à la manière dont on y va en faisant à la fois attention aux zones de pêche, mais attention aux zones sur lesquelles on va s'implanter, que ce ne soit pas des zones particulièrement intéressantes sur les fonds marins. Attention à... Voilà, donc il faudra faire attention à ça. Mais nous, on veut en tout cas une chose est sûre. Pour nous, il ne s'agit pas de dire... puisque on a qu'à les mettre en mer et le plus loin possible, c'est plus facile, il y aura moins d'opposition. Ça, c'est pas du tout notre position. Il faut que les éoliennes soient quelque part sur le territoire, à côté des gens, avec une certaine distance pour pas que ça fasse du bruit, mais je veux dire que les gens les voient et qu'ils comprennent que c'est ça qui est en train de leur fournir leur électricité et qu'ils entrent dans ce qu'est le jeu de la transition. Sinon, si vous les mettez loin, à la limite, j'ai presque envie de dire que une éolienne en mer très loin et une centrale nucléaire très loin, ça fait toujours un fil qui vous amène notre électricité et d'une certaine manière, vous pouvez ne pas être au courant de ce qui se passe. Ça ne fait pas la même chose pour la planète, mais ça fait presque la même chose pour les gens si vous ne les impliquez pas. Il faut que vous rencontriez Madame Servan-Schreiber à Velette-sur-Mer, qui les trouve trop près, à 6 km des côtes. Ah, mais on va un jour voir arriver les éoliennes flottantes, hein, c'est clair. Bon, c'est encore quelques années, mais on va voir arriver les éoliennes flottantes. D'accord. Un tout dernier mot, simplification des procédures, vous êtes pour ? Alors, simplification des procédures. Je ne vais pas rentrer dans le débat général de la simplification des procédures, sur lequel il y a à boire et à manger. Pour l'éolien, il n'y a aucun problème. On a dit et redit que la France avait atteint un niveau de complexité absolument unique au monde, absolument incroyable. Donc, si vous voulez dire on va simplifier l'éolien, c'est une sorte d'évidence. On ne comprend même pas comment. Enfin, si, on comprend quand on regarde ce qui s'est passé politiquement parlant. Les anti-éoliens ont trouvé des renforts extrêmement puissants au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il y en a là où il n'y en a pas là, j'en sais rien, mais j'ai coutume de dire que, en gros, c'est ce qu'on appelle la grande bonne bourgeoisie de province française, c'est touche pas à mon château, qui, globalement,
ont soutenu Patrick Ollier, etc. Et des rapports qui disaient on va mettre les éoliennes en ICPE. Ouais, c'est débile, c'est pas bon, parce qu'en fait, une éolienne, ça correspond pas à une ICPE, il faudra pas le faire. Mais on va le faire quand même, ça fera toujours un obstacle de plus, puis on va faire autre chose, parce que comme c'est pas adapté, il faut mettre autre chose en plus. Enfin voilà, vous lisez le rapport d'Ollier à l'époque, il dit lui-même, c'est pas adapté, mais on va le faire quand même, et on va le compléter par autre chose. Voilà, si vous voulez, on en était là, donc est-ce qu'on est d'accord pour le simplifier? Oui, on pense même qu'il faudra quand même bien un jour que la France, et pourtant Dieu sait qu'on est pour la loi littorale, hein. Mais il faudra bien à un moment donné que la France règle ses incohérences législatives. On ne peut pas dire on ne peut pas mettre une éolienne à moins de 500 mètres de n'importe quoi, et il y a des territoires où tout ce qui est bâti doit être en continuité avec le bâti. Et puis ensuite, les juges viennent et disent et une éolienne, c'est un cadre bâti. Ou alors, écrivez, il n'y aura jamais aucune éolienne dans tout ce qui relève des espaces protégés, enfin, etc., dans une loi littorale, mais écrivez-le comme ça. En fait, je pense qu'à aucun moment donné, le politique n'a voulu faire ça, mais il l'a fait de manière contournée. Donc, à un moment donné, il faut aussi un peu de cohérence. L'incohérence a été élevée pour les dom-toms, avec prudence et en faisant attention aux termes utilisés. Il faudrait faire quelque chose du côté du littoral. Merci Marie Zarditi de nous avoir livré ce point de vue des ONG sur le projet de loi de transition énergétique en général et sur le développement du programme éolien en particulier. Marie-Christine Prémartin, vous êtes directrice exécutive des programmes à l'ADEME. Vous avez eu une perche fantastique qui vous a été tendue tout à l'heure par Cédric Philibert, puisque vous avez aperçu le Demand-Side Management en bas à droite. On revient à votre acronyme ADEME, maîtrise de l'énergie. Pour lutter contre le changement climatique, la première des choses à faire, c'est travailler sur la demande. Alors, en effet, la maîtrise de la demande, c'est extrêmement important parce que ça permet de réduire le volume de production. Et par un bon pilotage, ça va permettre de faciliter l'intégration de la production des ENR dans le système électrique. Le pilotage, évidemment, c'est les questions de chauffe-eau, d'éclairage, de mode de chauffage, dont c'est extrêmement important et on peut déjà faciliter largement l'utilisation des énergies renouvelables. Globalement, il ne s'agit pas de produire toujours plus, mais de produire mieux et d'arriver à substituer donc certains moyens de production, et on pense évidemment aux moyens de production thermiques, et pas additionner de plus en plus de systèmes de production, donc pour arriver à produire l'énergie dont on a besoin. Et dans ce cadre-là, on peut se dire que le rôle de l'éolien a un rôle majeur à jouer, compte tenu de ses performances à la fois techniques et environnementales. L'éolien, c'est à la fois, ça permet d'avoir une énergie qui est, par rapport à ce que vous disiez sur souvent ce qu'on reproche, entre guillemets, aux énergies renouvelables, on dit c'est intermittent, mais c'est pas vraiment intermittent. D'ailleurs, ce qui a été dit tout à l'heure, il y a une variabilité, et en tout cas, en ce qui concerne l'éolien, c'est prévisible et c'est gérable. Et du coup, ça permet d'avoir, notamment à l'échelle, alors là, moi, je ne raisonne pas au niveau européen, mais en tout cas au niveau français, c'est à l'échelle de la France, ça permet d'avoir une bonne gestion, et les gestionnaires de réseau peuvent tout à fait intégrer cette énergie. Aujourd'hui, sur le plan environnemental, le temps de retour énergétique moyen, il est de 8 mois. Donc, ce qui est vraiment là, en considérant le cycle de vie d'une éolienne, donc ce qui est extrêmement favorable. Donc là-dessus, je crois qu'il y a vraiment, je dirais d'une manière inappropriée certainement, mais vraiment, c'est une politique sans regret, puisque c'est vraiment quelque chose qui est efficace rapidement. De la même façon, en termes d'émissions d'équivalent carbone, c'est faible, c'est 12 grammes par kilowattheure, donc c'est quelque chose qui est également très faible. Alors bien sûr, il y a des impacts, il y a des enjeux environnementaux, et Marie Zarditi l'a dit, et donc il y a une réflexion à avoir en termes d'implantation par rapport aussi à un certain nombre, évidemment, d'espèces. Mais en même temps, il n'y a pas de pollution de l'air, il n'y a pas de déchets d'exploitation, il n'y a pas non plus de prélèvement ni de pollution de l'eau. Donc c'est vraiment une énergie qui est extrêmement intéressante.
peut-être en profiter pour faire un petit appel, puisque l'ADEME est en train de réaliser une ACV, une analyse de cycle de vie, et donc on est dans la partie collecte des informations. Alors, évidemment, ça se fait aussi, bien sûr, en coopération, en relation avec le CER, et on a besoin d'avoir des données pour pouvoir réaliser cette analyse de cycle de vie. Donc, à ce stade, on peut vraiment dire que l'énergie éolienne contribue efficacement aux objectifs climat-énergie et à l'indépendance énergétique de la France. Appel à manifestation, enfin c'est pas manifestation d'intérêt, c'est envoyer des informations. Donc marie-christine.prémartin@adem.fr. Oui, vous lui envoyez pas les docs comme ça. Il y a un groupe de travail avec. Voilà. Mais en tout cas, on a besoin de données parce que c'est vrai que c'est extrêmement important de faire ce type d'études. Alors, autre gros rôle de l'ADEME sur le sujet, c'est que pour pallier cette variabilité des énergies renouvelables, on peut aussi jouer, c'était sur le transparent de Cédric Philibert tout à l'heure, sur l'intelligence réseau, donc smart grid et énergies renouvelables, smart grid et éolien, mariage de raison. L'ADEME travaille beaucoup sur le sujet. Alors en effet, mais je crois que les interlocuteurs auront l'occasion certainement d'y revenir, mais on estime déjà de toute façon qu'avec l'amélioration, je vous parlais de la prévisibilité de la production d'éoliennes. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être à des erreurs de 5 à 7% en termes d'erreurs de prévision. Et il y a un certain nombre de moyens qui vont permettre d'être déjà beaucoup plus proches et d'avoir une prévisibilité très précise, de l'ordre de peut-être on peut descendre à 3%. Donc, ce qui permet, je pense, aux gestionnaires de réseau, avec cette amélioration des moyens de prévision, de pouvoir gérer des parcs assez importants, de l'ordre de 20 000 mégawatts. Aujourd'hui, ça a été dit, on peut espérer peut-être fin 2014 être à 9 000 gigawatts. Et sachant que dans nos scénarios, l'objectif, l'ADEME avait travaillé sur des scénarios énergétiques, et à 2030, en éolien terrestre, on était de l'ordre de 34 gigawatts et en maritime 12 gigawatts. Donc aujourd'hui, évidemment, on en est loin. Donc, et ça, c'est tout à fait cohérent, bien sûr, avec le projet de loi qui fixe, Jean-Louis Bal l'a rappelé tout à l'heure, à 32% d'ENR en 2030. Mais au-delà, donc d'ores et déjà, il n'y a pas de souci par rapport à l'intégration de l'éolien. Mais comme vous le disiez, au-delà de ça, les systèmes de réseaux électriques intelligents vont apporter des solutions extrêmement intéressantes en favorisant l'effacement de gros consommateurs, par exemple, ou en automatisant la conduite des réseaux. L'ADEME gère pour le compte du Commissariat général à l'investissement, donc un programme d'investissement d'avenir. Et dans ces programmes, il y a déjà des projets extrêmement intéressants. Par exemple, il y a le projet Ventea dans l'Aude qui va travailler justement sur l'intégration de beaucoup d'ENR au niveau d'un réseau électrique au niveau rural, donc avec à la fois de l'éolien et du photovoltaïque. On a d'autres systèmes où on travaille sur l'effacement de gros consommateurs, dans le cadre aussi d'autres projets des investissements d'avenir. Donc tous ces sujets-là sont des sujets qui peuvent être, qui sont d'actualité et très rapidement qui seront utilisables. On va revenir sur le projet Ventea en Champagne-Ardenne avec un témoignage cet après-midi. Alors tout à fait, donc là il y aura l'occasion justement de faire l'actualité sur ce projet. Et puis à plus long terme, et Cédric Philibert en a parlé tout à l'heure, évidemment, il y a la question aussi du stockage d'électricité. On peut imaginer l'hybridation aussi de moyens de production, et puis la conversion électricité-gaz, power to gas. Et là aussi, il y a des projets dans le cadre d'AMI qui ont été lancés. Il y a un projet GRID, pas très loin d'ici, à Dunkerque, où on convertit de l'énergie éolienne en hydrogène par électrolyse, et puis avec une injection de gaz. Dans le réseau de gaz, à la fois soit sur la mobilité, donc des réseaux de bus, soit dans le cadre d'un écoquartier où il y aura un pourcentage d'introduction d'hydrogène. Donc tous ces sujets-là montrent qu'on peut tout à fait intégrer notamment la production d'éoliennes au système électrique sans avoir besoin même de très grosses quantités de stockage. À l'ADEME, on a fait également une étude justement pour voir quel était le potentiel en poussant les scénarios à l'horizon 2030, et on s'aperçoit que c'est tout à fait
j'allais dire, on a une bonne résilience du système électrique avec beaucoup d'ENR, en tout cas. Donc voilà, donc c'est tout à fait intéressant. Et là aussi, si je peux faire une petite pub justement sur les AMI, il y a encore un appel à manifestation d'intérêt donc sur multi-ENR. Il y a eu une première clôture en septembre, mais il y a encore une deuxième vague en mars et une fin en octobre 2015, où il y a un axe d'ailleurs typiquement spécifique sur l'éolien, et puis il y a les questions aussi de l'hybridation dont je parlais. Donc c'est vraiment, je crois que c'est Jean-Louis qui en parlait tout à l'heure, il y a un soutien pour développer et rendre encore plus rentable la production d'éoliens en France. Donc ADEME, bras armé du gouvernement pour mettre tout ça en musique concrètement sur le terrain. Objectif de 32% en 2030 par rapport à 14% aujourd'hui, cette année, en 2014. Jean-Louis Bal disait ce matin que par rapport aux 23% qui devrait être un point de passage en 2020, on sera vraisemblablement à 17%. Se pose tout de suite la question du pilotage. Qui pilote ce programme? Est-ce que c'est le CGDD? Est-ce que c'est l'ADEME? Est-ce que c'est vous deux, Insolidum? Enfin, qui alerte qui quand on est en train de décrocher? Alors, au niveau de l'État, le suivi du déploiement du parc éolien, ça c'est assuré par le CGDD, le Commissariat général au développement durable, qui produit des tableaux de bord trimestriels. Et puis, les gestionnaires de réseau aussi communiquent en temps réel et région par région à la fois la production et puis les prévisions en matière d'éolien par filière et donc par filière d'ENR. On peut imaginer aussi d'avoir aussi des suivis de bases de données en interne, mais c'est vrai que sur tous ces aspects, en fait, c'est pas dans les missions de l'ADEME de faire ce suivi. L'ADEME peut contribuer en termes d'outils, en termes d'études. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure. Par exemple, on va lancer une étude de cartographie pour de la ressource éolienne au niveau de tout le territoire, qui sera mise à disposition des collectivités pour faciliter la révision de leur schéma éolien. Ça durera à peu près 1 an, on va le démarrer au début de l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, sur cette thématique de pilotage du programme éolien. Ce n'est pas le rôle de l'ADEME. Ce n'est pas le rôle de l'ADEME parce que vous n'avez pas assez de monde. Combien il y a de gens pour mener à bien le programme éolien? Ah oui, c'est une question que je vais poser un peu à tout le monde aujourd'hui, y compris à la DGEC quand elle va arriver. Commencez à réviser vos chiffres. Combien d'équivalents temps plein à l'ADEME pour mener cette aventure industrielle qu'évoquaient ce matin les deux intervenants en ouverture? Combien d'équivalents en temps plein à l'ADEME? Ensuite, je demanderai au ministère. On a une vraie aventure industrielle à mener là, avec des emplois, etc. Combien? Vous êtes bien curieux. Et donc, sur cette question, j'allais dire, alors, bon, vous savez qu'à l'ADEME, il y a à la fois des directions régionales, donc il y a un travail aussi qui participe localement. Ça peut participer d'ailleurs dans la révision des schémas éoliens, mais donc dans les équipes du siège dont je m'occupe, alors vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais avec ça on fait déjà beaucoup. Mais donc on a l'équivalent de 2 emplois temps plein. Donc 2 équivalents temps plein à l'ADEME. Alors dans mes équipes, et puis je vous ai dit que on travaille beaucoup en lien avec la direction en effet des investissements d'avenir. Et là, il y a un demi ETP qui travaille. Voilà. C'est bon. Mais si je vous pose la question, c'est parce que je sais bien que c'est pas vous qui êtes responsable de ça, mais il y a quand même un message à faire passer. Attention, Cédric Philibert et Marie Zarditi, vous allez avoir la même question. Ce sont des gens extrêmement compétents, mais avec tout ça, on fait déjà beaucoup de choses. Je vous ai dit. Et puis, il y a beaucoup aussi. Dans le service, notamment, j'ai un de mes services qui est spécifique sur justement les ENR. Il y a 30 personnes. Donc, j'allais dire, il y a des spécialistes. Il y a des spécialités. Sur 12 filières ENR, quand même. Mais je dirais, c'est aussi... on l'a dit, il faut avoir une vision systémique. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs études. Je vous ai dit tout à l'heure, on a fait une étude sur les capacités de stockage. On fait un certain nombre d'études. Bon, l'ACV, ça va être spécifique éolien. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses. On a contribué aussi à des études, en effet, sur les problématiques aussi de biodiversité, les problématiques
Je crois que c'était, je ne sais plus si c'était M. Géjournier ou Jean-Louis Ball qui a parlé aussi des problèmes liés au conflit avec les radars. D'ailleurs, dans les projets des AMI, il y a un certain nombre, il y a une opération, un projet qui travaille sur ces problématiques de pales furtives, oui, un peu furtives, voilà. Donc, mais on travaille, alors avec les moyens, évidemment, que l'on a, mais vous savez aussi... Avec les moyens du bord, vous avez failli terminer du bord, la phrase. Je ne sais pas, mais en tout cas avec les moyens que l'on a sur cette thématique. 2,5 équivalents temps plein à l'ADEME, ce qui veut dire qu'il y a à peu près 50% des effectifs qui sont là aujourd'hui, puisque j'ai croisé Robert Bellini tout à l'heure. Mila Galliano, elle, est en train de garder la boutique. Maryse Arditi, France Nature Environnement, combien de gens travaillent sur le sujet de l'éolien? Vous avez dit tout à l'heure que vous vous occupez de tout, mais... On va devenir très sérieux. Il y a une salariée sur la totalité du réseau énergie. Enfin, France Nature Environnement, on est organisé. Il y a une salariée. Après, à Paris, après, dans les fédérations régionales, de temps en temps, s'il y a des gros projets, il peut y avoir un demi-poste dans un coin. Mais France Nature Environnement, c'est d'abord des réseaux de bénévoles quand même. Oui, bien sûr. Bénévoles, d'autres, voilà, c'est du temps de bénévolat. On a des directoires où il y a 7-8 bénévoles bien formés, mais sur la totalité de l'énergie, nous, on n'a pas une personne qui s'occupe spécifiquement de D'accord. Voilà, c'est zéro. Cédric Philibert. Combien s'occupe spécifiquement de l'éolien? C'est zéro. On s'occupe tous. Il y a des gens qui s'occupent globalement des ONR, ou globalement du nucléaire, ou globalement de l'efficacité énergétique. Mais bon, allez, je vous en compte 0,1. Cédric Philibert à l'AIE. Combien d'équivalents temps plein sur le sujet de l'éolien? On va se rendre compte, finalement, on fait plein de choses avec personne. On est 12 à la oui, vous êtes division très des énergies efficace. renouvelables. Et nos collègues d'autres divisions, par exemple le bureau des affaires économiques générales et nos amis des perspectives technologiques de l'énergie sont aussi amenés à l'occasion à travailler sur les renouvelables et donc sur l'éolien. Voilà, mais il n'y a personne qui est spécialisé sur l'éolien. Non, c'est pour ça que je pose la question en équivalent temps plein. On vous met 0,2? On sombre un peu dans l'anecdote, là, non? Bon, d'accord. Ouais. Allez, 0,2. Mais néanmoins, avec ça, j'allais dire, en 4 ans, là, nous avons, donc, alors, c'est pas que de la subvention, c'est subvention à l'avance remboursable. Dans le cadre des investissements d'avenir, il y a 100 millions qui sont consacrés, ce que je vous ai dit, au grand éolien, à l'éolien maritime, à des navires même, pour favoriser la maintenance en mer des éoliennes, et puis aussi aux techniques de smart grid. Voilà. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Ma question était posée, c'est qu'à un moment donné, évidemment, il y a des gens qui regardez, la salle est remplie de gens qui travaillent à 100% sur l'éolien. Mais il y a un moment donné où l'évolution des procédures, la simplification des procédures, ou le pilotage du programme, tout ça, c'est bien en amont qu'il va falloir le faire. Donc j'aperçois la DGPR qui est là-bas, je leur poserai la même question tout à l'heure, la DGEC également.